Normalement, on est bon. Est-ce que le chat, vous avez du son? Bonjour à tous, bonjour le chat. On fait comme s'il ne s'était rien passé avant et on reprend le fil normalement. Est-ce que vous êtes là? Benjamin dit que c'est bon, donc on va le croire. Merci Benjamin, donc bienvenue à tous. Pardon pour le petit retard, c'est vraiment les aléas du direct, c'est un peu le principe de Twitch. C'était notre première avec autant de petits soucis techniques avec OBS, mais on est bon maintenant. Donc bonjour Damien, merci d'être là aussi. On va pouvoir y aller. Bienvenue donc pour cette émission qui cette fois-ci est consacrée au gaming, donc à l'univers des jeux vidéo et à celui du social media en général, donc les réseaux sociaux et toutes leurs dimensions donc de conversation et d'échange de contenu, d'échange entre les communautés au sein même des communautés. Donc on va voir tout de suite que ces mondes-là non seulement ont beaucoup de points communs, mais qu'en plus ils sont forcément très interconnectés et très interdépendants. Donc on a quand même aujourd'hui quelqu'un de très bien placé pour en parler. Robin Ferretti. Robin, bonjour. Salut. Bonjour le chat. Tu es le mieux placé pour parler de toi, je pense, et de Go the Rabbit. Donc, est-ce que tu veux parler un petit peu d'abord de ton parcours et de finalement comment tu as rejoint Go the Rabbit et avec quelle passion? Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Robin. Salut tout le monde. Avant de travailler chez Ghost Rabbit, j'ai fait 5 ans en cabinet de conseil en strat et en agence marketing, en agence créa. Et moi j'ai toujours été un gamer en fait, hein. Depuis, moi j'ai un frère aîné. Et mes parents et mon frère m'ont une console dans les mains quand j'avais 3 ans. Et puis c'était une Game Boy. Et puis depuis j'ai pas arrêté. Et ça faisait un moment que j'essayais de me reconvertir, d'utiliser mes compétences en strat dans l'univers du gaming. Et c'est un métier qui existe assez peu en fait. Et un peu par hasard, j'ai rencontré Nick et Romain qui ont fondé Go sur Rabbit il y a 1 an et demi maintenant, qui est une agence marketing et strat qui est dédiée au gaming et à l'e-sport, et qui travaille à la fois avec des acteurs du gaming, donc avec des développeurs de jeux, des fabricants de casques, de souris, enfin tous les trucs qui se rapportent à l'univers du gaming. Ça, on les accompagne dans leur stratégie communication 360, avec notamment une grosse partie influence. Et puis, un truc qu'on essaie de développer de plus en plus, c'est travailler avec les marques non endémiques, donc des marques qui ne sont pas des marques qui viennent de l'univers du jeu vidéo. Toutes les marques qu'elles vous posez penser, hein, je sais pas, Coca, L'Oréal, n'importe qui. Comment est-ce qu'on fait pour une marque, quand on s'appelle Coca, pour utiliser le gaming comme un levier, comme un vecteur marketing et stratégique pour aller essayer de toucher une nouvelle cible, de rajeunir son image de marque, enfin, toutes ces choses dont on va parler après, qu'on peut faire quand on est une marque et qu'on parle de gaming. Donc moi j'ai rejoint la boîte, j'étais le premier employé. J'ai rejoint la boîte le 1er janvier 2021 et je travaille là-dessus depuis. Et c'est parfait parce que c'est exactement les sujets qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui ensemble. Cette articulation en fait entre le monde du gaming qui souvent a été vu comme un monde de geeks, ça a été longtemps l'image alors même qu'on a tous grandi avec des jeux vidéo en fait, hein, quel que soit notre âge. Dans ce chat, j'imagine, on pourra poser la question tout à l'heure, mais comment ça s'ouvre au grand public et quelles sont les opportunités? Le mot d'Eldorado n'a pas été choisi au hasard hein, pour la question qu'on pose sur le titre de cette émission, c'est vraiment ce qui est sorti de nos échanges, Robin. Donc vraiment, quelles sont les opportunités à exploiter c'est ce qu'on va pouvoir voir tout au long. Alors, je continue juste la petite présentation, puisque la dernière fois, on avait oublié de se présenter. C'est ce que tu me faisais remarquer, Valentin. Donc, Valentin, bonjour. Bienvenue aussi. Bonjour à tous, bonjour le chat. Salut, Alors, Valentin. donc moi je suis chef de projet présence en ligne chez Hatchik pour 2 jours encore. C'est mon dernier live aujourd'hui. Et je serai également le modérateur de ce chat, donc attention les petits malins, c'est moi qui vais vous ban. Et tu fais ça très bien. C'est aussi toi qui es l'auteur forcément de quelques billets sur la modération sur Twitch, C'est avec ça. notamment notre imprononçable Chichi Twitch Dachi, Oui, c'est dur qu'on à vous dire, invite. mais c'est possible. Voilà, la cheat sheet Twitch d'Atchik pour ceux que ça intéresse, qui est retrouvé sur notre blog également et qui a été conçu, préparé par Valentin et graphiquement
mise en lumière par Thomas, qui est peut-être dans le chat et Il est à parmi qui on nous. dit bonjour Il est parmi nous. également. Et de mon côté, donc rapidement, Steve Bonnet, donc directeur conseil et communication chez Hatchick, présent sur les autres lives pour ceux qui étaient là. Et puis présent chez Hatchick depuis quelques années maintenant, hein, puisque ça fait 9 ans maintenant. Voilà. mais toujours heureux de pouvoir discuter de toutes ces thématiques justement avec vous, avec le chat, avec nos divers clients bien évidemment et partenaires, et avec des gens comme Robin, avec qui on a eu l'occasion d'échanger au fil des années également, hein, puisque on se connaissait aussi à travers YZ. Donc voilà, c'est aussi tous ces échanges-là qui ont nourri l'émission qu'on va pouvoir euh, présenter ensemble aujourd'hui. On va commencer par quelques petits éléments. Alors, Hatchick, très rapidement, nous, on est spécialiste des conversations en ligne, donc ça tombe bien hein, pour cette émission. Forcément, on a des experts de la communication et du marketing au niveau du gaming, et nous, on est vraiment spécialiste de la valorisation des conversations en ligne, c'est-à-dire autant pour les animer, pour les susciter, les générer, les modérer, comme tu disais, Valentin, mais aussi pour finalement les analyser, avoir cette partie de veille, notamment d'e-réputation, ce qui peut être très intéressant pour des marques qui se lancent sur les jeux vidéo. Et donc, avoir tout cet encadrement des communautés, des contenus qui transitent, et cette analyse des messages qui transitent à travers les différents chats, les différentes plateformes comme les chats Twitch par exemple autour des jeux vidéo. On y reviendra. Nos différents métiers sont donc la modération, le community management, la veille et l'analyse, avec forcément une couche de conseil et d'accompagnement sur les stratégies de présence en ligne derrière tout ça. Et donc le sujet d'aujourd'hui nous amène forcément à parler des différentes corrélations entre le social media et le jeu vidéo. On aura deux parties. D'abord, le jeu vidéo dans son contexte, comment finalement l'univers du jeu vidéo vient sur les plateformes social media. Et ensuite, comment le jeu vidéo, comment tous ces jeux en fait sont des plateformes social media à part entière à leur façon, avec évidemment à chaque fois toutes les opportunités pour pouvoir en parler. Ici, on a un petit Steve, exemple, Robin, justement, avec Steve, pardon, Logbox. excuse-moi de te couper, on a un petit souci son, on t'entend pas très très bien, le son est pas de très très bonne qualité. Je sais pas si le chat peut confirmer, mais moi de mon côté sur le live, c'est pas, je pense que c'est le son de ton ordi qui est pris. À vérifier. Ok, Est-ce que le chat peut confirmer? Ok, bon, ça a l'air d'aller, donc je ok, vais juste faire un petit test. Si dans les 5 prochaines secondes, vous m'entendez pas, c'est qu'il y a un souci. ok. Non, mais c'est le sud de Toulouse, ça doit mal passer, je pense. J'en profite juste pendant que tu fais ton check. Je fais une question dans le chat, quelqu'un qui demande si on travaille avec les structures e-sportives. Du coup, je rebondis juste 2 secondes là-dessus. Donc, oui, on travaille avec les structures e-sportives, évidemment. De l'e-sport, c'est un buzzword, mais aussi un vrai marché aujourd'hui. Mais les deux cofondateurs de Ghost Rabbit ont tous les deux beaucoup d'expérience dans l'e-sport. Qu'ils ont Romain du côté français, lui, il travaillait chez Millennium, puis ensuite il a participé à la fondation de Melty eSport, à la fois le média mais aussi l'équipe. Et Nick, qui est l'autre cofondateur qui est anglais, un background assez similaire en Angleterre, où il a été joueur pro, puis coach, puis patron d'équipe. Donc depuis toujours, en fait, on entretient cette relation avec les équipes, et d'autant plus aujourd'hui, quand on travaille avec des marques, la première chose qu'on nous demande souvent, c'est est-ce qu'on peut sponsoriser une équipe? C'est souvent le premier réflexe qu'on a quand on est une marque, de vouloir aller faire de la sponsor. Donc oui, on travaille pas mal avec des structures e-sport. Et j'en profite pour dire que e-sport, ça s'écrit sans tiret. Ça s'écrit comme un email, ça s'écrit tout attaché. D'ailleurs, tu vas pouvoir me taper sur les doigts puisque j'ai laissé un S majuscule quelque part alors qu'on en avait parlé. Pour moi, c'est D'accord. tellement plus naturel de pouvoir dissocier le mot avec une majuscule. Mais effectivement, on va pouvoir se faire un petit point orthographe dans le milieu du gaming également. Donc c'est parfait. Alors là, on avait quelques exemples, quelques illustrations. On va pouvoir revenir dessus un petit peu plus tard. On va peut-être commencer par quelques chiffres, justement. Et de là viendront peut-être quelques autres questions. Le jeu vidéo dans son contexte, forcément, on va le replacer tout de suite. Donc,
c'est d'abord le premier marché culturel en France et dans le monde, donc c'est quand même pas rien. On l'a suffisamment répété au moment du tout premier confinement, en fait, hein. Il y a eu évidemment un besoin de garder un lien en ligne, mais il y a eu un besoin aussi de se défouler, pouvoir s'évader. Et Animal Crossing, par exemple, a beaucoup aidé, hein. Il y a certainement d'autres exemples. Robin, on en avait déjà parlé, mais moi j'ai vu beaucoup de personnes se soulager, enfin vraiment s'évader grâce à Animal Crossing. Il y a sûrement d'autres exemples. De toute façon, Animal Crossing, c'est vrai que ça a été le carton. En plus, le truc est tombé. La sortie est tombée le jour du premier confinement, pratiquement quasiment au jour près. Et puis, il y avait vraiment cette vague d'évasion. On est sur son île, on fait un peu ce qu'on veut. Le streaming, en règle générale, a eu une très très belle année en fait en 2020 parce que les gens avaient plus de temps à passer chez eux. Il y a énormément de streamers qui ont décollé, qui ont eu des chiffres qu'ils n'arrivent pas à avoir aujourd'hui. Et après, tous les jeux qui sont sortis à peu près à cette époque-là, Hades par exemple, qui est sorti plutôt pendant le deuxième confinement, cet hiver. Il y a énormément de gens qui, je pense, ont tous joué au jeu alors qu'ils n'auraient pas eu le temps en règle générale, typiquement. On a eu l'époque Fall Guys, on a eu l'époque Ouais, mince, j'ai oublié avec les imposteurs et mince, j'ai oublié le nom. Ah là là, ouais. Among Us, l'été dernier, Among Us, c'est voilà, vraiment joué à c'est ça. ça. Ouais, tout à fait. Bah, après, voilà, il y a des petits cycles, hein. Les gens, là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie. Among Us, ce qui est amusant, c'est que le jeu est assez ancien. Il n'est pas du tout sorti l'année dernière. Le jeu, il a 5 ou 6 ans. Puis il y a eu un regain d'intérêt de tout le monde cet été pour le jeu, parce que ça permettait de jouer ensemble. Il y a et ce côté social qui était construit directement dans le jeu, quoi. Ouais, on confirme dans le chat aussi, donc Hades effectivement, et puis Loris, salut Loris, qui confirme Warzone et Among Us qui ont fait beaucoup de bien aussi, forcément en cette période, c'était important. C'est pas pour rien hein, qu'il y a évidemment 2 milliards 7 quand même de gamers dans le monde. Alors c'est un débat qu'on avait, Robin aussi, avant, qu'est-ce qu'un gamer? Finalement, c'est aussi bien quelqu'un qui va passer 10 heures par jour sur WoW ou sur d'autres jeux forcément très très prenants que quelqu'un qui va jouer à Candy Crush en attendant son métro, quoi. C'est toutes les personnes qui aujourd'hui jouent à des jeux vidéo à des degrés divers. Bah, ce chiffre-là, c'est vrai que on a souvent l'image un peu caricaturale du gamer dans sa chambre avec sa capuche sur la tête et dans le noir. Je pense que c'est une image qu'il faut vraiment déconstruire. Elle n'a jamais été très vraie. Enfin, il y a probablement toujours eu des gens comme ça, mais ça n'a jamais été la majorité des gamers. Aujourd'hui, la majorité du marché, elle est quand même drivée par le mobile. Euh, Aujourd'hui, plus de 50% des jeux qui sont vendus même en valeur, c'est du mobile, notamment dans les pays émergents, en Asie, au Brésil, en Inde. C'est vraiment des marchés qui sont hyper dominés par le mobile. Et après, c'est aussi des gens avec qui on partage une culture en commun, quoi. Mm. Finalement, quelqu'un qui passe 40 minutes le matin dans le métro, aller et retour, à jouer à des jeux sur son portable, je pense qu'il joue plus que moi en termes de temps. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Mais en plus, je travaille à la maison, donc j'ai même pas les transports, quoi. Quelqu'un qui passe ouais, 1 heure par jour à jouer dans les transports, au final, je trouve que c'est un plus gros gamer que moi, quoi. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que l'univers du jeu vidéo aussi, aujourd'hui, c'est pas que les gens qui jouent, c'est aussi les gens qui regardent. Et de plus en plus, on a des spectateurs de la même manière que tous les gens qui regardent du football ne sont pas forcément footballeurs eux-mêmes, ou alors ils l'ont été comme ça rapidement, mais ils prennent plus de plaisir à regarder un match professionnel. Là, c'est la même chose. Est-ce qu'on a de quoi lancer un petit sondage d'ailleurs, Valentin? Alors, on peut pas lancer de sondage, Parce qu'on mais n'est pas une assez grosse chaîne, c'est ça. Mais on peut le faire exactement. comme ça en direct, ouais. Ah, Mano, On peut le Ok, faire à la volée. Exactement. ok. Alors, en attendant de grandir un peu et d'avoir ces options-là, dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt joueur ou plutôt viewer finalement, plutôt spectateur de jeux vidéo? Et ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que tu faisais la comparaison avec le football. Évidemment, il y a des gens qui regardent du jeu professionnel, quoi, de l'e-sport. Mais enfin, à la différence du football, il y a aussi des gens qui regardent juste des gens qui jouent pour s'amuser. Je vais essayer même l'immense majorité du streaming sur Twitch aujourd'hui, c'est pas de l'e-sport, c'est du jeu un peu fun. Donc c'est un peu comme si tu allais regarder une bande de potes en train de jouer au foot de loin. Aujourd'hui, quand on regarde
les streams de Ponce qui joue avec Rivenzi, Antoine Daniel, Lucia, enfin toute sa bande de potes, quoi. C'est vraiment regarder une bande de copains qui jouent entre eux, et c'est hyper divertissant, c'est hyper sympa. Et c'est par contre quelque chose qui n'existe pas trop dans le monde du sport, en fait. Ça nous viendrait pas à l'esprit d'aller voir d'aller regarder toutes deux potes qui jouent au tennis entre eux, quoi. Ça se fait pas. On regarde Roland Garros, mais on regarde pas des gens comme toi et moi qui jouent pour s'amuser, quoi. C'est En vrai. parlant Puis de ça a jouer, pris une j'ai... telle ampleur avec les compétitions du coup e-sport, je pense aux Worlds de League of Legends, ou plus récemment avec la Trackmania Cup qui est organisée par Zerator, ou même le The Event hein, en Ouais, chaque c'est fin septembre, début octobre. Ça réunit tellement de gens, bon parce qu'il y a une vraie cause derrière aussi, mais oui, oui, en fait c'est juste on regarde des gens jouer et c'est bien aussi. Autant ouais, pour découvrir que pour juste le plaisir de regarder pour le beau jeu, et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant à analyser, ouais. ouais. J'avais un Vas-y. chiffre là-dessus quelque part, de gens qui regardaient plutôt. Moi, je l'ai là. Euh, Ouais, c'est 48% des gamers qui passent plus de temps à regarder des vidéos de gaming sur YouTube plutôt qu'à jouer eux-mêmes. Donc c'est quasiment la moitié. Et t'as 73% des joueurs qui disent qu'ils apprécient regarder du contenu jeux vidéo sur Internet. Donc les trois quarts. Tu voulais nous montrer quelques chiffres d'ailleurs, Robin. Je sais que tu as préparé un petit quelque chose. Si tu veux le sortir maintenant, c'est le moment. En parlant de beaux jeux, le mien n'était pas très beau parce que je me suis trompé de compte. Donc celui qui est joueur mais tranquillou sur 3DS, en fait, c'était moi hein, dans le chat. Donc désolé, je pensais réagir avec mon propre compte. Bon, Au final, c'est à peu près les mêmes chiffres que t'as là, parce qu'on en avait discuté, hein. ouais, C'est les 2,7 milliards de gamers, donc ça fait à peu près un tiers de la population mondiale qui joue. Et qui comprend ces codes du gaming, que ce soit à la fois des codes en termes ludiques, en termes de gameplay. Je pense notamment quand il y a je sais plus quelle marque l'année dernière a fait des stories sur Insta, et en appuyant, ça faisait avancer le personnage. C'est typiquement une mécanique de jeu vidéo, en fait, ouais, de faire ça. Et aussi la culture, les personnages. Une figure comme Mario, une figure comme Pac-Man, c'est même des personnages plus récents, c'est des figures culturelles qui sont connues et qui sont comprises par pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, Mario, il est aussi connu que Mickey Mouse, quoi. Et donc, ça nous fait autant de capital culturel en commun que, bah, qui est intéressant pour la discussion, qu'on peut exploiter, qui crée du débat. Voilà. Après, moi, une stat que je trouve très intéressante, c'est le nombre d'heures passées sur Twitch. L'année dernière, oui. alors l'année dernière était une année un peu particulière, mais cette année on est encore en croissance sur ce truc-là. C'est 18,6 milliards d'heures passées à regarder du contenu sur Twitch l'année dernière. C'est quand même faramineux, quoi. Ouais, ouais. Et c'est encore en C'est énorme. augmentation là, quoi. Donc c'est Voilà, on se dirige vers 21, 22 pour cette année, quoi. de même que le chiffre d'affaires. Alors là, on a mis 5 milliards 31 d'euros, hein, évidemment, en 2020. Ça, c'était pour la France, puisque dans le monde, c'est beaucoup plus et les prévisions sont aussi à la hausse. C'est autour de 200 milliards de dollars pour l'année 2022 prévu. Et je pense que on y va les deux pieds dedans. Ouais, Oh oui, sûr. ouais, ouais, non, mais c'est certain. Et les 100 millions de spectateurs pour la finale de League of Legends aussi, c'est une indication assez forte. Enfin, des événements comme ça en Mondovision, même avec la télé, il n'y en a pas énormément. Au-dessus, il doit y avoir en compétition sportive peut-être la Coupe du Monde, l'Euro, les Jeux Olympiques et le Tour de France, quoi. Et derrière, ça doit être ça. Il y a le Super Bowl aussi aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Euh, Enfin, ce genre de très très grands événements. Mais oui, on est largement, enfin, dans des niveaux qui sont comparables à ceux de grands événements sportifs dans le monde. Alors évidemment, c'est très très fortement impulsé par les marchés asiatiques. En Chine et en Corée, l'e-sport, enfin, les gens regardent plus d'e-sport que de sport. Et sur les chaînes nationales, enfin, c'est comme si nous sur M6 on passait des matchs de League of Legends, quoi. Oui, Mais même en France, aujourd'hui, on a des records pour des finales de Ligue européenne, on peut avoir des 300, 500 000 viewers sur Twitch.
En parlant d'e-sport à la télé en Corée, si je me trompe pas, il y a une chaîne e-sport ES1 qui est, je sais plus si c'est Canal Plus ou si ça fait partie de Canal ou de Webedia, je sais plus. Mais je sais que ça a été lancé il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a peut-être au moins un an, mais c'est bien. Enfin, c'est aussi intéressant de voir que bah, l'e-sport commence à arriver petit à petit à la télé. C'est comment ça, on commence à en discuter si on peut intégrer l'e-sport au JO. Rien que ça, c'est une avancée, mais jamais on n'y aurait cru. Après, Ouais, c'est un débat qui est. Enfin, l'e-sport au JO, la manière dont aujourd'hui c'est discuté, c'est vraiment. Pour moi, ils vont dans la mauvaise direction, totalement. Et on pourra revenir dessus si vous voulez. C'est vrai que aujourd'hui, il y a des chaînes Being Sport, il y a des e-sports dessus. Il y a une chaîne Being Sport, il y a ES1. Il me semble que Eurosport avait des émissions d'e-sport. Enfin, mais on y vient petit à petit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, la culture et la grammaire de Twitch. Donc, c'est là-dessus que les gens viennent regarder l'e-sport très très majoritairement. ouais, on a beaucoup de communautés de spectateurs justement qui tiennent à un certain esprit et qui voudraient pas que ça se diffuse trop non plus. C'était un peu toutes les barrières autour de Twitch pour avoir des intervenants extérieurs. Ça a été la levée de bouclier quand Webedia a lancé le stream et aussi quand BFM a tenté de venir en important des codes d'ailleurs. Et justement, il y a une question de Signless TV sur le chat. On parle souvent de Twitch, mais Facebook Gaming et YouTube Gaming sont très présents aussi à l'étranger, il me semble. Honnêtement, j'ai pas forcément les chiffres. Je sais que Facebook Gaming a réussi à quand même pas mal s'imposer. YouTube Gaming, je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas s'ils ont de grosses têtes d'affiche. Donc J'en ai peut-être que les tu as plus de chiffres. billes. Ouais. J'ai quelques chiffres, il faut que je te retrouve ça, mais la bottom line c'est oui, mais non. C'est-à-dire que oui, enfin, Facebook Gaming et YouTube existent et ils essayent de faire des choses, ils ont recruté des gens. Ceci dit, en termes de part de marché, Twitch est quand même hyper dominant. Là, j'ai des chiffres sur des compétitions en particulier, hein, mais sur les League of Legends américains, c'était plus de 70% de part de marché. Sur le League of Legends européen, c'est 80% de part de marché. Et après, il y a des jeux, par exemple la DreamHack, où ils sont pas du tout positionnés. Enfin, c'est 1% de part de marché. Donc aujourd'hui, Twitch est quand même encore hyper dominant, même si effectivement il y a des alternatives. Et Facebook Gaming ont une politique très agressive en termes de recrutement de streamers, que ce soit sur de la rémunération, sur les avantages qui permettent de donner aux streamers. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur Twitch. Et je vois quelqu'un qui parle de Mixer dans le chat. Typiquement, Mixer, c'est l'exemple, c'est la tentative Twitch de Microsoft il y a Ouais. 4-5 ans, qui s'est totalement cassé la figure. Euh, Ouais. et parce que, en fait, c'est difficile quand il y a un site comme ça sur lequel il y a déjà quasiment tout le monde, il y a énormément d'inertie, ben, les gens viennent naturellement sur ce site. Et même Mixer, qui avait pourtant mis la main au portefeuille pour recruter Ninja, qui à l'époque était le plus gros Ouais. streamer du monde, le plus gros streamer américain, il y a eu un contrat à 7 chiffres qui s'était négocié. Ça n'a pourtant pas amené les gens sur Twitch, sur Mixer, je veux dire. Et d'ailleurs, C'est dès que son contrat était terminé, Ninja est revenu sur Twitch. exactement, c'était la belle volte-face de Ah, Ninja l'année dernière, je crois que c'était en 2020, hein, où Ouais, il a été ça. rapatrié. ouais. Après, Mixer, en étant une tentative de Microsoft et Microsoft ayant des billes dans une console en particulier, est-ce que c'était pas finalement voué à limiter les ardeurs des autres à vouloir y aller, quoi? Sony qui irait sur le terrain direct de Microsoft, ça aurait été peut-être bizarre, non? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, une grande partie du streaming sur Twitch, c'est quand même le PC. Oui, Il y a beaucoup de jeux PC. Alors bon, ben, Microsoft, c'est le PC. Mais typiquement, ce qu'a fait Sony, hein, c'est de lier directement la PlayStation à Twitch. Et on peut streamer directement depuis sa PS5 sur Twitch, sans avoir besoin d'un boîtier d'acquisition. Enfin, c'est extrêmement simple de le faire. Et je pense que c'est plutôt la manière dont ça devrait être fait, hein. Quelque chose j'appuie sur un bouton, le stream commence, oui. et je peux commencer à jouer, je peux commencer à streamer, c'est beaucoup plus simple. Mais enfin, Mixer, c'est juste arrivé trop tard. Et enfin, ils se sont un peu fait troller en fait avec cette histoire de ninja. Les gens sont allés voir par curiosité, mais il y avait assez peu d'intérêt au final à passer sur Mixer parce qu'il y avait personne. S'il y a aucun Complètement. streamer et aucun viewer,
D'ailleurs, commentaire de Loris, est-ce que ce serait pas mieux pour l'e-sport de rester dans le cercle de Twitch et autres réseaux gaming plutôt que de débarquer complètement à la télé? Certainement, puisqu'il y a cette part qu'on a aujourd'hui ensemble et qui est l'interactivité, le fait de pouvoir commenter un jeu en direct, etc. Ça a beaucoup plus d'externalités positives, sachant que chaque spectateur peut quelque part jouer et participer à sa manière. C'est beaucoup plus dans l'esprit, à part, oui, ce que disait Thomas aurait eu sa place sur No Life TV, effectivement. Mais oui, tu voulais Et, dire, Robin? bah, d'autant plus qu'aujourd'hui, le niveau de production que sont capables d'apporter certaines personnes sur Twitch, notamment quand c'est tout géré en interne, hein, les niveaux de production de Riot Games aujourd'hui sur Twitch, c'est quand même très proche de ce que fait la télé. Euh, L'avantage de la télé, c'était de dire, bah, on va mettre énormément de moyens, on va mettre en place des studios, vous allez avoir des équipes, avoir quelque chose qui est beaucoup plus professionnel que ce que vous pouvez avoir sur Twitch. En fait, aujourd'hui, il y a des équipes, même en France, hein, des gars comme Gozulting, c'est pas du niveau de la télé, mais on n'est pas loin. Quand on voit des Bien sûr. productions qui se passent en France, on a des trucs qui sont très 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 pro. La télé, c'est plutôt pour s'ouvrir à un autre public, je pense, notamment un public qui est pas familier, euh, ni de Twitch, ni de l'univers de l'e-sport. Et je pense que ça peut vivre en parallèle, mais ce sera sur la télé, ce sera probablement un peu une niche. Puis après, de l'autre côté, on a l'exemple inverse qui est la télé qui essaie d'arriver sur Twitch. T'en parlais tout à l'heure, Steve, de l'exemple de BFM, qui est, qui est un peu malheureux. C'est très malheureux pour la journaliste d'ailleurs, Mm. qui a vraiment pris très très cher. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur Twitch de toute façon. Il faut juste y arriver de manière un peu authentique. Enfin, on en parlera tout à l'heure, hein, mais l'authenticité, c'est vraiment la clé sur ce marché. Ouais, exactement. C'est ce qui est salué d'ailleurs dans la capture qu'on a mise là, hein, un exemple sur le jeu de Crew, où on a une vraie interactivité et ça, et on a un retour qui est direct en fait. Donc dans le chat, on a des gens qui saluent la qualité des intervenants sur le chat, puisqu'il y a pas mal de stars du jeu qui ont pu intervenir aussi, et donc le chat réagit de manière positive, et donc ça crée une émulation positive. Et ça aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas le retrouver ailleurs que sur un système comme ça qui fait du stream et du chat IRC, et ça c'est clairement Twitch, c'est tout l'intérêt, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir une modération de qualité quand on se lance pour justement pouvoir orchestrer ça de manière harmonieuse, forcément. Et j'imagine que pour les marques qui viennent vous voir et qui viennent lancer des événements ou qui viennent sur des streams, c'est un enjeu qui est important aussi de pouvoir avoir ce contrôle, mais aussi de pouvoir finalement récupérer tous les bons éléments qui peuvent circuler sur le chat. Ouais, bien sûr, même rien qu'en direct, je pense que ça fait énormément chaud au cœur en fait aux gens de voir que ça plaît, que les gens réagissent de manière positive, ça crée une sorte d'émulation. Il y a ce côté un peu horizontal dans la discussion, typiquement ce qu'on est en train de faire là, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir réagir avec les gens, de rebondir sur les questions du chat, et en fait c'est ça qui va un peu diriger notre discussion, plutôt que de juste faire un cours magistral. Et pour les marques, il y a aussi des choses hyper positives à retirer. Je pense typiquement un éditeur de jeu qui lancerait un jeu en bêta, qui a du stream sur la bêta de son jeu. Non seulement il peut récupérer les commentaires du streamer, qui lui est en train de jouer au jeu, mais en fait il a aussi virtuellement des milliers de tests qualité en direct qui regardent le jeu qui dit ah, bah moi j'aurais plutôt fait ça, moi j'aurais plutôt fait ça. Alors il faut forcément, c'est pas un truc que je vais apprendre, se méfier parfois de l'avis de la foule. C'est pas parce C'est que sûr. les gens ont tous envie d'aller dans une certaine direction que c'est la meilleure. Mais dans tous les cas, je pense que tu as énormément de données en fait à récupérer très qualitatives sur ce que tu fais, que ce soit des retours par rapport à ta marque, par rapport à ton produit. Plein de choses hyper intéressantes sur Twitch. Oui, c'est exactement ça. Et effectivement, c'est une réflexion qu'on avait eue en amont pour préparer l'émission. Mais le fait de pouvoir avoir une bêta comme ça en public et d'avoir à la fois les retours de la bêta par les joueurs qui justement testent le jeu en direct et les retours du public qui ont peut-être vu des sprites qui merderaient un petit peu à certains moments ou des choses pas fluides ou un problème de jouabilité ou un problème d'arrière-plan qui n'était pas cohérent ou d'incohérence dans le scénario même, c'est très précieux. Ou alors des attentes en termes effectivement même de gameplay, de choses comme ça sur lesquelles on peut échanger, c'est très intéressant avec ce recul
qui est naturel quand on fait de la veille en fait et de l'analyse, de savoir à chaque fois quels sont les biais finalement de telle ou telle communauté. Est-ce que c'est vraiment représentatif ou est-ce que c'est juste représentatif d'une communauté? Ça, c'est aussi effectivement très fort. Pour rester dans l'univers du gaming et justement même de la veille, mais aussi de la modération, puisqu'on est le personnage de Sardoche est très intéressant en termes de réputation, mais aussi de modération finalement, où lui il fait des appels à la modération, mais on y reviendra plus tard, pour des plateformes, parce qu'il se fait pourrir à chaque fois qu'il vient, mais il a une communauté très forte de gens qui le suivent, et selon qu'on regarde sur ces espaces ou ailleurs, on va avoir des impressions totalement différentes sur le personnage, et aucune n'est réellement représentative de ce que ça peut être, avec une polarisation qui est très forte. Et pour le pauvre, c'est un peu compliqué en ce moment d'assouvir sa passion d'un jeu tranquillement sans se faire pourrir. Voilà C'est pour la sûr que parenthèse. c'est hyper compliqué quand enfin, on a les bons côtés et on a aussi les mauvais côtés, hein, du coup, des réseaux sociaux. D'autant plus que bon, bah, tout se télescope un peu, hein, les réactions qu'on a sur Twitch, on les retrouve aussi pas typiquement sur Twitter. Euh, et enfin, Sardoche, vraiment un exemple parfait de ça. Un truc qui est hyper important aussi, et enfin, tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, c'est que euh, un jeu aujourd'hui pour être un succès, ça a besoin d'être un bon jeu, mais ça a aussi besoin d'être un jeu qui est marrant à streamer ou à regarder en stream. Oui. Un jeu qui est exceptionnel, très très bon, mais qui, pour une raison X ou Y, ne peut pas être streamé ou n'est pas marrant à regarder en stream, aujourd'hui risque d'être un échec. Au contraire, un jeu qui est pas forcément ouf, mais qui par contre est génial à streamer ou est génial à regarder en stream, euh, c'est euh, c'est un succès. Je pense typiquement à un truc comme GeoGuessr, qui est un jeu pour si les gens qui connaissent pas dans le chat, dans lequel en fait on est lâché sur un point dans le monde sur Google Street View et on doit retrouver sa position sur la carte juste en se déplaçant sur Google Street View, en regardant les panneaux, etc. Il y a des gens qui sont extrêmement forts à ce jeu-là. Dit comme ça a pas l'air d'être un jeu très marrant. Et quand on y joue tout seul chez soi, c'est pas forcément le truc le plus excitant, quoi. Mais à streamer à plusieurs, à regarder, il y a des communautés qui créent des trucs hyper intéressants autour de ce jeu-là. Bah, en fait, ce jeu est devenu hyper populaire grâce au stream. Et justement, ça permet peut-être de rebondir sur une question de Benjamin, enfin qui n'était pas une question, qui était une remarque. Tout à l'heure sur Nintendo, je comprends pas la position de Nintendo sur les streams. Est-ce que c'est peut-être parce que les jeux de Nintendo sont d'abord faits pour le jeu et est-ce qu'on a alors moi j'ai assez peu de visibilité là-dessus, mais est-ce qu'on a un peu moins de streaming justement de la part de Nintendo parce que ces jeux sont pas conçus pour ça? Il y a quand même beaucoup de gens qui streament des jeux Nintendo, hein. Et il y a des streamers, parmi les plus gros streamers de France, enfin, j'ai Ponce, qui Ouais, aujourd'hui, je pense, est la deuxième plus grosse chaîne de Twitch de France, Ouais. ne oui. stream quasiment que des jeux Nintendo. Il a carrément une émission qui s'appelle Ponce la Switch. C'est compliqué de streamer du Nintendo, moi je pourrais pas le faire. Parce qu'il faut du matériel, il faut une carte d'acquisition, il faut brancher sa Switch à son ordi. C'est beaucoup plus compliqué que juste lancer un jeu sur son PC, on lance Streamlabs et c'est parti. Donc il faut un peu de préparation, il faut un peu de matériel, c'est pas du matériel enfin c'est matériel qui est assez coûteux, hein, c'est plusieurs centaines d'euros pour une bonne carte d'acquisition. Euh, mais par contre, les gens qui font cette démarche-là, après, c'est hyper populaire. Un jeu comme Mario Kart est super populaire sur Twitch. Quand il est sorti Mario Tennis, c'était très populaire sur Twitch. Ouais, c'est vrai. Smash est très populaire sur Twitch. Zelda est très populaire sur Twitch. Donc je pense que c'est plus une question de matériel que vraiment une question de jeu. Par contre, un truc qui est vrai, c'est la position de Nintendo sur l'e-sport. Il y a très peu de compétitions qui sont organisées depuis quand Mario Kart. Il n'y a pas de championnat du monde de Mario Kart. Pourtant, le jeu s'y prêterait très bien. Ça, c'est plus en lien avec les valeurs de la boîte. Nintendo, c'est une marque familiale. On s'amuse, on rigole. On n'est pas forcément là pour gagner, pour écraser la compétition quand on joue à un jeu Mario Kart, normalement. En tout cas, c'est les valeurs véhiculées par la boîte et c'est pour ça qu'il y a très peu d'e-sport officiels adoubés par Nintendo sur ces jeux. Parce que ça fait pas Ça, partie des valeurs de la boîte, en fait. je t'avoue que c'est un peu là que je voulais en venir. Effectivement, il y a Ponce, hein, par exemple, qui stream du Mario. Ça fait des années qu'on regarde des speedruns sur n'importe quel Mario, Mario Bros par exemple, enfin n'importe lequel.
n'importe quelle édition, mais effectivement, il y a aussi une question de philosophie derrière, et donc il y a une question de vision marketing. Mais là, on va même plus loin dans une vision sociétale où on retrouve dans certains jeux, et on va y venir après avec cette dimension marketing, mais des fractures sociales dans les jeux vidéo qu'on a aussi dans la vraie vie. C'est typiquement ce que normalement Nintendo cherche à éviter en ayant un jeu qui soit démocratisé et qui soit accessible à tous à partir du moment où on acquiert le jeu. Absolument. Absolument. Ceci dit, on en parlait à Animal Crossing, c'était un des plus gros succès sur Twitch l'année dernière, Oui. tout en étant un jeu Nintendo. Et alors, sur Animal Crossing, justement, il y a un phénomène qui a échappé à Nintendo, si je me souviens bien. C'était cette sorte de discrimination où, normalement, il n'y a absolument aucun but sur Animal Crossing. On y va juste pour se détendre. Et on avait quand même des gens qui sautaient un peu sur les nouveaux venus, comme on peut faire sur Fortnite, comme on peut faire sur League of Legends, etc. Donc, je pense qu'il y a eu des limitations très rapides de la part de Nintendo, mais c'est un phénomène qui avait commencé à émerger de finalement aller embêter les personnes qui venaient à peine de débarquer et qui n'avaient pas construit leur truc entièrement. Après, ça fait partie de l'univers du jeu vidéo, qui est un univers qui est assez performatif, dans lequel les gens essaient d'être les meilleurs. Oui, Euh, sur Animal Crossing, c'était presque des injonctions qu'on se lançait à toi-même, parce oui, que comme en fait tout le monde ne faisait que ça pendant un moment, vraiment, sur Twitter, tout le monde partageait son île, et moi je passais mon temps à me dire mais mon île elle est trop moche à côté. Enfin, j'ai mis toute mon âme et tout, je l'aime d'amour cette île, mais les gens à côté ont fait des trucs incroyablement stylés, et je suis vraiment nul. Et je pense pas que c'était la volonté de Nintendo que de pousser des gens à se dire j'ai passé 150 heures à construire mon île et à côté il y a un mec qui a fait un truc incroyable et moi je suis une merde. Je pense pas que c'est la volonté, mais malheureusement, l'être humain est comme ça, il a besoin de se comparer aux autres et il y a toujours des gens qui vont faire des trucs incroyables et voilà, c'est c'est la vie. et on a finalement les mêmes réflexes sur Animal Crossing que sur Instagram pour le coup, puisqu'on a vraiment ce type de complexe sur certains réseaux sociaux avec des visuels où on scénarise sa vie. Bon bah là on scénarise sa vie virtuelle, mais on retrouve vraiment des thématiques similaires. Ouais. On a eu quelques messages encore dans le chat. Un article sur les modérateurs et notamment sur Locklear de Pierre Bazin. Donc non, effectivement, je ne l'ai pas vu. On peut peut-être essayer de le retrouver entre-temps, carrément. Ouais, Et j'ai essayé de le chercher, j'ai pas trouvé moi. J'ai peut-être pas ok. cherché assez. Loris, si tu veux Loris, si mettre jamais tu le as lien dans l'article. le chat, ouais, Ouais, merci. avec, avec grand plaisir. Et mentalité japonaise de Nintendo, une société de service où tout se paie. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas cette idée de gratuité, mais pour le coup, la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas cette notion de consommateur de jeux vidéo, de joueur en tant que produit, c'est-à-dire financement par la publicité à travers les jeux vidéo gratuits, ce genre de choses. Puisque cette évolution vient avec Google Stadia, par exemple, avec ce type de plateforme où finalement le jeu va être streamable en entier, donc il n'y a pas forcément besoin d'acquérir une licence, mais en contrepartie, on va avoir beaucoup plus de goodies, on va avoir beaucoup plus de choses qui font que le jeu est un environnement et que cet environnement est propice aussi à un merchandising et ce genre de choses, et c'est la contrepartie. Donc on est vraiment sur deux philosophies différentes, mais qui offrent des opportunités aussi très différentes. Pour le coup, Robin, c'est aussi une foule d'opportunités qui se présentent avec ce développement. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y en a aussi beaucoup qui sont très invasives et qui, je pense, qui seraient assez mal vécues de la part des joueurs. Il y avait une news qui était passée il y a quelques semaines de développeurs qui se posaient la question de mettre des pubs dans les jeux ou de donner des power-up dans le jeu. Euh, un peu comme ça se fait beaucoup sur le jeu mobile, où on en a le jeu gratuitement et puis au bout de trois niveaux, on dit ah bah si vous voulez enlever la pub et si vous voulez acheter des pièces, regardez de la pub ou payer la version payante. Donc, un truc qui est relativement accepté dans le jeu mobile, je pense serait très peu accepté enfin, dans un jeu sur console ou sur PC. Un jeu triple A qu'en plus on a déjà payé 70 euros ou 80 euros. Enfin, moi, je me vois mal jouer à FIFA à la maison un soir autour d'une pizza et puis toutes les deux parties, on est obligé de se taper une pub. Euh, Ouais, non, ça c'est je sûr. pense que voilà, ce serait très très mal vécu et d'ailleurs,
Je pense que les gens ont proposé cette idée. Il y a eu un backlash incroyable sur Internet. Et ça, je pense que ça n'arrivera pas. Oui, non, c'est sûr. Mais on a d'autres opportunités pour les marques de se greffer. Alors, il y a la publicité directe, bien sûr. Il y a aussi la publicité indirecte, enfin la publicité qui est induite par la possibilité même d'une pub sur des jeux d'automobile ou de foot, par exemple, hein, puisque dans la vraie vie, on les retrouve. Et puis, on a une foule d'autres possibilités. Alors, on a quelques exemples. On a un exemple, Valentin, qui est celui de Carrefour, notamment. Carrefour, qui est l'un de nos clients en modération et community management, et qui s'est lancé alors, je vais retrouver la bonne diapo tant qu'à faire. Voilà, qui s'est lancé sur Fortnite avec un supermarché virtuel. Ouais, C'est c'est quand ça. même. C'est c'est très ambitieux, mais effectivement, ils l'ont fait. Donc en fait sur Fortnite, Fortnite, je pense que tout le monde connaît, mais c'est un peu Battle Royale, c'est-à-dire c'est 1 contre 100. Donc on arrive sur une île et on doit finir du coup premier parmi les 100 joueurs sur la carte, en tuant donc les autres. Et on peut créer des cartes personnalisées, des maps personnalisées. Et ce que Carrefour a fait, donc ils ont fait appel à, si je me trompe pas, une société qui est spécialisée justement dans la création de maps personnalisées, et ils ont demandé du coup de créer une map avec un supermarché Carrefour dedans. C'est pas une blague. Et avec la spécificité que on peut du coup faire ses courses dans le Carrefour, et en fonction des aliments qu'on choisit, on regagne plus ou moins de vie. Et l'idée derrière tout ça, donc je me souviens plus du nom, mais c'est Healthy quelque chose. Mais c'est plus tu fais tes courses de manière en achetant des bons produits, plus tu vas gagner de vie. Et c'est fait du coup pour inciter les joueurs à repenser un petit peu de manière très très indirecte leur alimentation et la manière de faire ses courses. Voilà, c'est un exemple très concret de comment lier à l'expérience du coup en magasin et le jeu vidéo. Et même d'améliorer les réputations, puisque pour le coup, C'est Carrefour ça. est allé assez loin. Enfin, ils vont plus loin dans le virtuel que dans la vraie vie, pour le coup, en proposant vraiment toute leur chaîne de valeur d'une manière assez parfaite sur la pêche responsable, le sourcing impeccable dans un supermarché virtuel, en fait. Donc, c'est une démonstration de leur vision idéale de la chaîne d'approvisionnement d'un supermarché avec un produit idéal à la fin. Et ça, effectivement, ça permet à des marques de scénariser complètement leur présence, leurs produits, et de faire en sorte qu'il y ait une vraie identité, une expérience de marque. Là, c'est toi, hein, bien sûr, Robin, le mieux placé pour en parler. Vous avez énormément de clients avec lesquels vous travaillez sur ces sujets-là, donc il y a d'autres exemples, forcément. Le Non, champ est c'est vrai libre. que cet exemple-là, c'est un très beau case, je trouve, de la part de Carrefour, parce que comme tu disais, ça a vraiment permis de matérialiser leur valeur d'entreprise, dans un environnement avec lequel on peut interagir. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que d'habitude, on peut pas vraiment interagir avec ce genre enfin, avec la communication marketing, en fait. Là, c'est comme une pub dans laquelle on peut marcher, quoi. C'est hyper intéressant. Il y a des cas aujourd'hui qui sont... Enfin, il y a énormément de cas qui existent de gens qui ont essayé de faire ça, qui se sont des fois un peu cassé la gueule, des gens qui ont fait des trucs très intéressants. Aujourd'hui, ce qui est un peu le premier pas, beaucoup, c'est la campagne d'influence ou d'ambassadeur, que ce soit avec des joueurs ou pros ou avec des streamers, donc des gens qui sont plutôt dans l'entertainment, où là on a vu des marques, y compris des marques un peu de luxe. Gucci est partenaire de Fnatic, Ralph Lauren est partenaire de G2, et donc ça, ils laissent un peu transparaître leur valeur de marque à travers des équipes qu'ils ont choisies, comment est-ce qu'ils ont choisi, pourquoi, et quelle est la communication qu'ils vont faire derrière, euh, avec de la production, enfin de la coproduction de produits. Voilà, il y a énormément de choses comme ça. On a vu, on parlait d'Animal Crossing, il y a des entreprises qui ont fait des îles d'Animal Crossing personnalisées pour refléter leur valeur d'entreprise. Justement, si tu veux, je peux projeter une slide Oui, à ce sujet. bien sûr. Euh, J'avais mis un.
une petite démonstration avec Dior, mais Dior qui a même créé toute une partie de Dior Gaming, etc. Mais effectivement, le luxe a tout intérêt à basculer, et ça avait été le cas. Je dis ça le temps que tu retrouves ton Ouais, c'est document et bon. que tu projettes. Ouais, ok. Mais J'ai un petit mur de cases qui sont intéressants. hop, Hop. Je sais pas si on... Ok, super, merci beaucoup. Parce que le truc qu'on voit, c'est déjà que c'est pas quelque chose de récent. Dans Pole Position en 82, on avait déjà des placements de produits Marlboro. Euh, Enfin, donc, moi, j'étais pas né, il y avait déjà de la publicité dans les jeux vidéo, quoi. Et ensuite, ça s'est développé dans un peu toutes les différentes verticales qu'on peut penser, du sponsoring d'équipe. Renault qui sponsorise Vitality sur Rocket League. Là, c'est un partenariat qui est assez évident, qui a du sens, parce que Rocket League, c'est un jeu dans lequel on joue une voiture. Même si c'est pas un jeu de course, c'est un jeu dans lequel on joue une voiture. Donc le partenariat de Renault. Louis Vuitton, qui a fait un partenariat physique et digital avec League of Legends, puisque là, on a eu une collection de produits qui sont sortis, qui étaient vraiment des produits de Louis Vuitton, des collections de Louis Vuitton, et des skins dans le jeu, qui étaient sponsorisés par Louis Vuitton. Après, bah, au Japon, on a des Kit Kat League of Legends. Et puis pour moi, un exemple vraiment hyper fort, c'est celui qui est tout en haut à gauche, c'est la console KFC, euh, la KF console. C'est une console de ouais. jeu qui utilisait la puissance de la machine, en fait, comme ça chauffe pour garder son poulet au chaud. Donc il y a une petite trappe, en fait, on voit, on tire la trappe, on peut mettre son poulet et son poulet est gardé au chaud. Aujourd'hui, la console, elle n'est pas sortie dans le commerce, hein. Ils ont fait une vidéo, ils ont fait des présentations. Je pense qu'ils vont la sortir effectivement, qu'ils vont probablement en envoyer à des journalistes, à quelques influenceurs. Mais enfin, on sent vraiment une volonté de faire quelque chose, d'aller assez loin. Et on en parlait tout à l'heure, Animal Crossing. Il y a la marque Tatcha, donc qui est une marque de produits de beauté, et de produits enfin, de, de produits, enfin ouais, voilà, de produits de beauté et de produits cosmétiques, et qu'on crée leur île sur Animal Crossing. Et en fait, c'était vraiment une île qui était dédiée au bien-être, où il y avait un sauna, un spa, on pouvait venir se relaxer, et qui vraiment laissait transparaître les valeurs de la marque, ces valeurs de on se pose, on prend du temps pour soi, ouais, voilà, on essaie de se ressourcer, de se recentrer. Donc c'était vraiment un environnement extrêmement zen. Évidemment, à la fin, on passait par la boutique et on pouvait acheter du contenu in-game qui était brandé par Tatcha. Et Animal Crossing, voilà, c'était vraiment un phénomène. Alors après, toutes les marques s'en sont saisies, hein. Il y a eu des palettes de couleurs brandées Animal Crossing avec les différents personnages du jeu. Il y a énormément de choses. Et après, juste pour aller jusque dans le très expérientiel, Chanel au Japon en 2018, ils voulaient pénétrer ce marché japonais, qui est un marché sur lequel le poids de la marque Chanel n'est pas aussi important qu'en France. Il y a pas, ils ont moins d'historique avec la marque. Et donc, ils ont créé un pop-up store Chanel sur lequel, en fait, on le voit là, c'était des bandes d'arcade, donc qui sont vraiment des trucs typiques du jeu vidéo au Japon, mais qui étaient brandés Chanel et sur lesquels on pouvait venir tester plusieurs produits. Il y avait un étage où il y avait ces bornes-là, et il y avait des hôtesses qui nous accueillaient, qui nous permettaient de tester les différents produits qui expliquaient. Et puis après, il y avait un étage où c'était vraiment du gaming, quoi. Il y avait un étage où c'était des bornes d'arcade de jeux. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est très expérientiel, où on vient, on rentre, on se balade, on peut tester les produits, en même temps, il y a du jeu. Alors même qu'on est relativement loin, a priori, de l'univers de marque de Chanel, hein. Enfin, associer Chanel et gaming, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on peut avoir. Et pourtant, ça a été vraiment un super succès parce que c'était quelque chose qui était fait avec authenticité, on l'a dit. C'est vraiment, je pense, un des mots-clés. Il faut y aller en sachant que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Il faut que ça soit porté par des gens en interne qui savent ce qu'ils font, ou par des gens comme nous qui les aident à savoir ce qu'ils font faire. Et puis, il faut que ce soit aussi... Enfin, faut y aller à fond, quoi. Quand on y va, c'est pour ça que l'exemple de Carrefour il est hyper intéressant parce que s'ils avaient juste fait un tout petit truc, ça aurait pas eu autant de retentissement. Le fait qu'ils aient eu la volonté d'y aller, de mettre les deux pieds dans le plat, on crée carrément une map entière sur Fortnite, on pense tout le design. Enfin, il faut y aller avec une ambition de faire quelque chose. C'est intéressant parce que sinon ça va pas marcher. Oui, bah, effectivement, il y a.
quelques années pour rester gentil. Sur Super Nintendo, encore, je me souviens avoir eu la chance, avec des gros guillemets, de gagner le jeu Super Danny à l'époque. Donc, quel est le rapport entre un yaourt et un jeu de Super Nintendo? C'était très difficile à voir. Et puis, dans le jeu, encore plus, le gameplay, vraiment l'expérience de jeu était lamentable. Mais bon, je pense que la cartouche est toujours collector. Je la garde quelque part et puis on verra bien. Mais oui, Chanel avec avec ses bandes d'arcade a fait effectivement quelque chose d'intéressant. Et Dior, il me semble, a fait exactement l'inverse avec le flipper en scénarisant son historique à travers une vidéo sur le parcours d'une boule de flipper avec tout l'univers Dior qui était exploré. Il me semble que c'était Dior qui avait fait ça, mais il y a énormément d'interactions possibles entre le jeu et les marques, c'est certain. Et puis, il y a effectivement toute cette dimension d'influence dont on avait parlé en amont. Influence parce que les gamers, les streamers en eux-mêmes sont très influents, mais aussi parce que beaucoup de personnalités jouent et deviennent des influenceurs à part entière de ce monde du jeu vidéo. Ouais, il y a vraiment ces deux côtés-là. Déjà, aujourd'hui, il y a autant de types de streamers que de personnes. Si on peut avoir des streamers qui sont très axés sur le gameplay très très fort dans le jeu, des gens qui vont être plus axés sur de l'entertainment, l'animation. On va avoir des gens qui ont une hygiène de vie très saine et des gens qui ont une hygiène de vie très peu saine. On va avoir des gens, voilà, c'est aujourd'hui, on peut, comme quasiment n'importe qui peut streamer depuis chez lui et que ça s'est énormément ouvert comme marché. Euh, t'es à peu près sûr qu'on peut réussir à trouver un streamer ou une streameuse qui correspond très bien aux valeurs de ta marque et qui peut être un ambassadeur très puissant pour ta marque. D'autant plus qu'on a ce rapport parasocial avec les influenceurs et les streamers qui est extrêmement fort, qui est déjà très fort avec des personnalités de YouTube ou d'Instagram, qui est encore plus fort sur Twitch. Donc, pour le rapport parasocial, c'est cette différence de rapport qu'on a entre nous en tant que spectateurs, où on a l'impression d'être extrêmement proche d'une personnalité qui, elle, ne nous Oui, connaît pas, oui, qui a un phénomène psychologique et sociologique qui aujourd'hui est extrêmement puissant sur Twitch et qui est renforcé par le fait que on se parle. sur les Sur, réseaux sociaux, ouais. voilà. Sur Instagram, si je laisse un commentaire à Zendaya, a priori, déjà, il y a peu de chances qu'elle le voie et encore moins de chances qu'elle me réponde. Si je vais sur un stream avec quelqu'un, déjà, c'est un mec comme moi ou c'est une meuf comme moi. Elle est dans sa chambre, elle est en train de jouer à des jeux vidéo. Après, a priori, on apprécie les mêmes choses, on peut communiquer, on discute, et de temps en temps, elle va répondre ou il va répondre à un de mes messages. Notamment si je paye pour mettre mon message en avant. Ouais. Ce qui est possible à faire sur Twitch, notamment quand on s'abonne à quelqu'un. Donc on paye pour avoir accès à son contenu sans pub et pour soutenir le créateur ou la créatrice. Euh, et c'est quand on paye, on a droit à un message qui met en avant et très souvent le streamer ou la streameuse va lire ce message et non, euh, cette relation-là, en fait, pour un viewer, elle est extrêmement forte. Ah, il a dit mon pseudo et il a dit mon message. Et puis, quand ça fait 2 ans qu'on suit quelqu'un, il reconnaît le pseudo. Donc, il dit, ah, bah, super, merci de me suivre de me soutenir depuis tout ce temps et tout ça. Alors même que si je le croise dans la rue, il me reconnaîtrait pas du tout, du tout. Et ça, pour une marque, c'est extrêmement fort. Parce que ça veut dire que ces gens-là ont un niveau de tampon de validation sur une marque ou un produit qui est extrêmement fort. Et d'ailleurs, j'ai des chiffres. Et J'ai plein d'ailleurs, de à ce chiffres. sujet, sur les relations parasociales, du coup, il y a un YouTuber qui Ouais. s'appelle Cyrus North qui avait fait une très bonne vidéo qui s'appelle Je ne suis pas ton ami et qui décrypte justement et qui explique ce phénomène qu'on observe de plus en plus, que des abonnés croisent des YouTubeurs ou des streamers dans la rue et font comme les traitent comme s'ils étaient amis depuis de longues dates alors que finalement ils ne les connaissent même pas. Hop, je mets ça dans le chat. Je vous la conseille, Ouais. elle est très très bien. Absolument, mais il y a beaucoup de youtubeurs ou de streamers quand on parlait, c'est vrai que la vidéo sur eux, c'est très très bien un sujet, mais Ouais. parce que c'est aussi arrivé à des moments un peu gênants, voire stressants, enfin des fois les gens peuvent avoir des réactions un peu épidermiques, ou typiquement dans l'autre sens aussi, hein, quelqu'un qui déteste, on en parlait Sardoche,
qui va croiser Sardoche dans la rue, il y a des grandes chances pour qu'il ait une réaction émotionnelle très forte, qui est Oui. potentiellement dangereuse, quoi. Là, voilà, donc, on avait quelques chiffres, hein, on a 11 fois plus de ROI sur du marketing d'influence que sur du marketing digital classique. 30% des consommateurs qui ont plus de chances d'acheter un produit s'il a été recommandé par un influenceur qui n'est pas une célébrité. 54% des femmes qui ont déjà acheté un produit ou un service après avoir vu un post d'un influenceur. Et les chiffres montrent que c'est 2 fois plus efficace sur les hommes que sur les femmes, ce marketing-là. Donc voilà, et sur Twitch, c'est hyper renforcé. Quelqu'un qui va dire ah ouais, bah moi j'ai acheté ce micro, j'ai acheté cette paire de chaussures, je la trouve super. C'est aussi puissant que quand c'est un ami de longue date qui va vous dire ah bah ouais, moi j'ai acheté cette paire de chaussures, elle est super, regarde comme elle est jolie. Mais à 15 000 personnes d'un coup, Ouais. ou 10 000 personnes d'un coup. Donc ça, évidemment, pour une marque, c'est hyper puissant. C'est aussi enfin, avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Et donc, il faut Tout à fait. aussi savoir l'utiliser à bon escient et ne pas trop en jouer. Ça peut, parce que derrière, bon bah, c'est la réputation de ta marque qui est en jeu, hein. Donc, il faut il faut savoir utiliser sans être cynique et sans vraiment l'utiliser, mais savoir que, bah oui, on a un potentiel de recommandation très fort quand on parle avec un influenceur sur Twitter. C'est Et tout à d'ailleurs, fait. les influenceurs en sont très conscients qu'ils ont une voix qui porte beaucoup auprès de leur communauté. Ouais, c'est toute cette problématique en fait de l'influence où on a une influence qui peut être endogène ou exogène, hein, ici avec des gens qui viennent du milieu et qui donc représentent une certaine manière, une certaine philosophie du jeu ou de la manière de jouer ou même de s'adresser aux communautés, hein, puisqu'il y a il y a une responsabilité à la fois dans le jeu et une responsabilité, on va dire, social média, sociale, à quel rapport on entretient avec les autres, comment finalement le spectateur va pouvoir s'identifier à ce comportement. Et puis on a des influenceurs qui sont exogènes et qui, pour leur célébrité, pour le coup, viennent appuyer un produit et ça peut être effectivement un jeu vidéo. Donc on avait quelques exemples avec Antoine Griezmann, notamment Gaël Monfils pour Football Manager, ou même une pub avec Denis Brognard pour Animal Crossing directement. Ah, la Ça, on en avait prise! parlé, ouais, on en avait parlé en amont. Et l'autre exemple que tu nous avais fourni, Robin, pour le coup, que je vais remettre, c'est Tag Heuer avec Mario. Ça fait quand même un lien avec Cool Spot aussi, dont il était question dans le chat. Cool Spot, qui est un super jeu avec un super personnage qui représente des valeurs que voulait véhiculer à l'époque 7-Up, puisque c'était un jeu totalement 7-Up avec un personnage inventé, enfin une mascotte mise en scène. Là, c'est un peu différent, c'est Tag Heuer, donc la marque de montre, qui crée une collection spéciale Mario et on est déjà dans l'objet de luxe en fait. Absolument, parce que là, cette montre, elle coûte plusieurs milliers d'euros. C'est une montre qui coûte 2300 ou 2500 euros, donc on est quand même déjà vraiment dans un produit de luxe. Et Tag Heuer, c'est une marque de montre très haut de gamme. Euh, Là, c'est une montre connectée en plus, euh, et qui est brandée Mario, qui est un peu un partenariat qu'on n'avait pas vu venir, pour être honnête. Ouais, Euh, J'aurais pas forcément imaginé le truc, mais ça fonctionne quand même assez bien. Je trouve que l'objet est assez joli, moi, à titre personnel. Et donc, oui, c'est aujourd'hui, il y a dans une marque qui s'approprie ce terrain culturel, en fait. Aujourd'hui, en fait, faire collection avec Mario, c'est comme faire une connexion avec, j'en parlais avec Mickey Mouse, par exemple. Il y a des marques, ouais. on voit plein de t-shirts Mickey. C'est comme faire une collection avec n'importe quel personnage d'un film à succès. Et donc, c'est vrai que Mario, c'est devenu, d'ailleurs, au même titre que Mickey Mouse, Mario a son parc d'attractions maintenant au Japon. Oui, C'est une oui, vraie complètement, figure de la culture pop, quoi. ouais, exactement. Et ça, c'est une des opportunités qui existent pour la publicité. L'autre, Ouais. qui était beaucoup plus explicite, c'était le placement publicitaire directement dans un jeu. J'ai pris un exemple politique pour le coup, pour changer un petit peu, mais qui était celui de Burnout Paradise en 2008, avec une campagne directement de Barack Obama.
simplement pour montrer que les possibilités sont infinies en fait, qu'on n'est pas obligé de parler de produits, on peut parler de véhiculer des idées, enfin, il y a vraiment un champ du merchandising qui est incroyablement large. Donc on peut imaginer énormément de fonctions à des jeux classiques, mais aussi une ludification de la vraie vie, toute cette place que peuvent prendre les serious games, les jeux sérieux, dans une stratégie d'identification de marque, mais aussi dans une marque employeur, pour essayer de repérer des profils qui peuvent être intéressants, sensibiliser à certaines idées. Parfois, la création d'un jeu va être plus efficace que la création d'un message typiquement communicationnel, hein, dans une démarche publicitaire classique, on va dire, avec de l'affichage. Le fait de pouvoir scénariser son message va être beaucoup plus intéressant. On peut imaginer que des ONG aient un grand intérêt à créer des jeux qui mettent en avant justement leurs revendications, par exemple. J'ai assez peu d'exemples en la matière, mais ce serait quand même intéressant, oui, effectivement. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Une ONG, par exemple, qui aurait créé un jeu pour sensibiliser au gaspillage, à la déforestation, ce genre de choses. Ma Alors oui, connaissance. Enfin, effectivement, probablement hein, Benjamin, que ça existe, mais. oui, il y avait des médias qui avaient eu cette démarche pour mettre en scène des événements. Je me souviens d'un jeu sur l'année 2020 pour résumer un petit peu tous les grands événements de l'année 2020. Et on parcourait l'année, c'était un jeu de plateforme en fait, hein, et tout le parcours, c'était ce qui s'était passé. Donc on commençait avec les incendies en Australie, puis ensuite il fallait qu'on récupère des masques au passage pour faire face à la pandémie, etc. C'était très ludique et en même temps ça permettait de bien résumer l'historique de l'année. Et Benjamin, donc, tu as un exemple d'Amnesty International sur la torture et il y a le WWF aussi. Donc, ouais, effectivement, on est sur des leviers qui sont très forts. Est-ce que, Robin, de votre côté, vous avez quelques demandes en Serious Games? Pas tant que ça, finalement. Il y a tellement à faire avec les jeux classiques. En fait, bah, les serious games, déjà, il y a une problématique qui est que très souvent, d'un point de vue purement ludique, c'est pas des très bons jeux. Euh, C'est sûr. c'est Et en fait, c'est probablement plus efficace de faire passer un message dans un vrai jeu, euh, voilà, avec des grosses guillemets, hein, mais dans un jeu, voilà. Euh, de la même manière qu'on peut faire passer un message dans n'importe quelle œuvre culturelle, enfin, on le voit avec, au cinéma, dans les bouquins, le jeu vidéo, c'est aussi un média dans lequel on peut faire passer un message. Et donc un peu tous les messages qu'on pourrait faire passer pour une ONG, tu en parlais, la déforestation, les droits des personnes LGBT, ce genre de choses. On pourrait les faire passer en fait comme message un peu, enfin, subliminal, on va dire, à l'intérieur d'un jeu, si le créateur du jeu a envie de faire passer ce message. Il y C'est a vrai. déjà des jeux dans lesquels il y a déjà ces considérations-là qui passent de manière un peu plus indirecte. C'est un peu moins, voilà, juste en dessous de la ceinture, regardez la déforestation, c'est mal. Plutôt, en fait, des jeux narratifs dans lesquels on va montrer les conséquences de la déforestation dans le jeu. Ça va devenir une mécanique de gameplay, et là, on sensibilise vraiment les gens parce que les gens voient, mais les gens aussi interagissent et comprennent. Et c'est ça une des forces, je pense, du jeu vidéo en tant que média, que ce soit pour de la publicité, pour des publicitaires et pour des marques, et pour faire passer des messages aussi d'intérêt général. C'est que, au contraire de juste regarder une vidéo, euh, on va interagir avec l'environnement, on va prendre place, on va devenir vraiment partie prenante de cet environnement. Nos actions peuvent avoir des conséquences, il y a énormément de jeux dans lesquels nos actions ont des conséquences lourdes. Donc en fait, on peut se rendre compte des conséquences de nos actes. Et il y a un jeu aujourd'hui, je sais plus comment il s'appelle, qui est assez populaire en stream en ce moment, où justement le principe c'est de créer un serveur avec d'autres personnes et de sauver la planète et de mettre en place son système et où il faut miner ses ressources, créer son village, machin. On peut mettre en place son propre système politique. On peut mettre en place son propre système d'économie des ressources, d'énergie. Et en fait, donc il y a autant de serveurs, enfin, que de manières de jouer au jeu.
Et ça, je pense que pour sensibiliser, faire passer des messages, faire comprendre, et aussi politiser aussi les gens, c'est hyper intéressant, parce que c'est un vrai jeu avec des vraies mécaniques de gameplay qui sont bien ficelées, où il y a une vraie direction. En plus, c'est très social parce qu'on joue avec d'autres personnes. Et en même temps, on doit prendre des décisions qui vont impacter la communauté. On doit s'organiser en tant que société à l'intérieur du jeu. Donc en fait, on recrée un espèce de microcosme politique qui est hyper intéressant. C'est vrai qu'il y a plein de jeux qui se prêtent à ces mécaniques-là, mais avec un message derrière, ça prend une toute autre dimension. Bon, Tropico, devenir son propre, diriger sa petite dictature et tout, c'est pas la même chose. Age of Empires non plus, mais effectivement, quelque chose de ce style, je t'avoue que je connaissais pas du tout, donc c'est pour ça Faudrait que que je je vais retrouver le retrouve nom. le nom, mais Mais ça peut être très intéressant. Et historiquement, on a aussi, enfin, en tout cas je, mais on est plusieurs hein, dans le chat, je le sais, avoir grandi avec Sonic, qui avait un message environnemental assez fort aussi, la protection des animaux, ce genre de choses. Donc oui, oui, ce sont des choses qu'on retrouve. On a commencé un de toute petit peu façon, plus tard. il y a autant de messages que de créateurs de jeux qui veulent faire passer des messages. Donc, comme quand on regarde une œuvre, derrière, on va avoir un message politique. Le jeu, c'est aussi un média qui peut faire passer des messages politiques, quoi. Oui, mais qui peut osciller comme n'importe quelle œuvre entre la création, le message avant tout, l'esthétique avant tout, un mélange des deux. Effectivement, on va avoir ça à différents niveaux. De toute façon, alors, ça fait plus d'une heure qu'on a commencé, mais comme on a commencé en retard, finalement, on peut prendre encore un petit peu de temps pour répondre à des questions. Surtout, n'hésitez pas. Juste en petite interface, on peut revenir rapidement sur quelques lieux communs, mais qui sont quand même intéressants à parcourir ensemble. Donc, on a vu que les jeux vidéo aujourd'hui, c'était pas seulement des gens qui jouaient, c'était aussi des gens qui regardaient. C'était pas seulement le jeu vidéo et comment finalement les entreprises de jeux vidéo vont pouvoir scénariser leur communication, leur marketing et toucher de nouveaux publics à travers les réseaux sociaux, mais c'était aussi comment ces jeux vidéo étaient eux-mêmes des plateformes. Et finalement, dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve divers publics, puisqu'on peut avoir sur Football Manager différentes couches sociales, différents types de publics qui vont pouvoir interagir ensemble. N'importe qui peut jouer à Mario, à Candy Crush, à Half-Life, à n'importe quel jeu. Dans ces jeux, au sein de ces mêmes jeux, on va avoir diverses communautés, des guildes, des équipes aussi. Ces équipes, elles vont pas forcément se constituer à travers des affinités de la vraie vie, hein. Ça va pas être du tout les mêmes groupes que dans la vraie vie, ça va plutôt être par affinité. Alors, éventuellement géographique, mais aussi de gameplay, de type de jeu, ou alors parce qu'ils se connaissaient un petit peu avant, mais parce qu'ils vont se retrouver dans une manière de jouer. Donc, ça recrée aussi un tissu social différent. On a des environnements variés, hein. On peut avoir du mobile, on peut avoir de la console, on peut avoir de la réalité virtuelle. On en a très peu parlé pour l'instant, mais Robin l'avait abordé très largement en amont. La réalité virtuelle, enfin, ces lunettes VR offrent aussi énormément de possibilités. Dans les jeux, on peut acquérir des objets, on peut acquérir des skins, des nouveaux vêtements. Donc c'est toute une expérience de marque aussi qui se met en place, une expérience de jeu bien sûr, mais une expérience de marque. Et donc ces expériences de marque, elles sont déclinables à travers un ou plusieurs jeux. Et on peut vraiment représenter sa marque, son produit dans des jeux vidéo. Finalement, si on prend tous ces éléments, on se rend compte qu'on a exactement la même chose aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Instagram répond à exactement ces critères-là, Snapchat aussi, Facebook aussi, avec des expériences, des scénarisations qui sont différentes et puis des communautés qui vont se croiser, des communautés enfin une même personne qui va pouvoir appartenir à différentes communautés, à différents groupes, sans aucune contradiction, parce que les réseaux sociaux sont aussi complexes que la vie finalement, et pour les jeux vidéo, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est intéressant, et justement au niveau de ces objets, de ces skins, par exemple, on a énormément d'expériences différentes. On parlait du luxe tout à l'heure, mais c'est vraiment une extension de la vie courante aujourd'hui. Robin, vous avez beaucoup de demandes aussi par rapport à ça. Juste pour rebondir sur ce côté social media, je suis entièrement d'accord. La seule différence, ce qui fait que c'est un univers qui est un peu plus difficile à manœuvrer que un réseau social, parce qu'en fait, c'est pas limité à un endroit, c'est éclaté un peu partout.
dans plein de jeux, mais aussi dans plein d'autres réseaux sociaux. En fait, sur le côté de discussion, on va le retrouver sur Twitter, sur Discord, dans les chats Twitch. Donc, en fait, ça a éclaté un peu partout. Oui. Donc, c'est un peu plus éthéré. En fait, on retrouve tous ces éléments, mais ils sont un peu plus en filigrane, un peu éclatés dans d'autres éléments. Mais oui, après, ce côté vraiment sociabilisation expérientielle que peut apporter le jeu vidéo, c'est ce que recherchent principalement les marques aujourd'hui quand elles se lancent dans le jeu vidéo. Évidemment, pouvoir communiquer en fait avec une cible qu'on a du mal à toucher d'habitude, parce que c'est une cible qui a adblock, c'est une cible qui regarde relativement peu la télé, et pourtant c'est une cible qui consomme comme les autres, et donc on a du mal à la toucher, et on essaie de trouver des moyens pour la toucher qui soient pertinents, qui soient intéressants, et qui soient pas simplement juste aller leur coller une pub devant les yeux pendant quelques secondes, mais au contraire, réussir à engager en fait une conversation avec eux. Donc un exemple tout bête, ça peut être de cumuler tout ce qu'on a dit ensemble jusqu'à maintenant, et de prendre une marque, disons une marque de voiture, qui pourrait organiser un tournoi sur Rocket League qui serait ouvert au public. Et ce tournoi, il serait diffusé sur Twitch et commenté par des streamers. Et on pourrait rajouter aussi une personnalité qui peut une personnalité du monde du streaming, mais qui joue à Rocket League et qui stream aussi. Et voilà, et mettre ensemble tous ces univers et faire un package pour une entreprise. Il faut réussir à cumuler en fait et à regrouper tous les éléments dont tu parlais qui font que le jeu vidéo c'est un réseau social, mais à le faire de manière qui soit intelligible pour la cible et intéressante pour la marque et pour les gens qui vont la regarder. Oui, aujourd'hui, on a plusieurs cibles sur un même jeu, hein. C'est vraiment ça. Est-ce que, justement, alors on a eu quelques exemples de fusion, par exemple, pendant le tout premier confinement, à l'échelle mondiale, on a quand même eu des concerts sur Fortnite Ouais. aussi, et donc les médias ont embrayé parce que c'est devenu aussi un événement médiatique, donc c'était un très très joli coup de la part de la plateforme, mais aussi, enfin voilà, de la part de tout le monde. J'ai oublié le nom de ce rappeur qui avait fait le concert. Travis Scott. C'est pas comme... Comment? C'était Travis Scott qui a fait Travis le Scott, oui, concert. voilà. C'est pas comme Ouais, s'il était mince. connu en plus. J'étais mute, mais Mais c'est Travis Scott, oui. ouais, c'est c'est Travis Scott. Et ça avait fait un carton. On voit qu'on a des politiques qui, eux, sont venus sur Twitch, hein, comme beaucoup, pour toucher un autre public. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer, alors on a vu une pub de Barack Obama en 2008 déjà, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que certains hommes politiques se mettent en scène dans un jeu, par exemple, à l'approche d'une élection? On va faire un petit peu de politique fiction, mais est-ce qu'on aurait une maturité suffisante aujourd'hui pour envisager ça? Aujourd'hui, dans un jeu, j'y crois assez peu. Je vais être franc. Je pense que les gens qui, enfin, en fait, il y a pas vraiment de cible de gens qui vont jouer, sauf si c'est un truc un peu parodique. Et je pense notamment il y avait un jeu avec Mélenchon, qui Ouais. était un beat'em up où il fallait casser la gueule de gars en jouant Mélenchon. Mais c'était pas un truc qui était adoubé par Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'était pas, voilà, c'était un truc un peu parodique, c'était rigolo. Euh, Aujourd'hui, les politiques investissent beaucoup ces espaces. On l'a vu avec les vidéos de McFly et Carlito chez Emmanuel Macron, avec des résultats qui sont hyper clivants. On va avoir des gens qui Oui. vont trouver ça super intéressant, des gens et puis qui vont peut-être s'intéresser un peu à la politique par ce biais-là. Et puis on va avoir des gens qui vont tout simplement dire que c'est de la propagande à destination de gens qui sont peu politisés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, Twitch va être un terrain de jeu pour les prochaines élections. Oui. C'est sûr. Et ça me paraît 100% évident, que, au même titre que les dernières élections, il y avait énormément de gens sur YouTube et sur Twitter, je pense que enfin, c'est à peu près sûr qu'il va y avoir des trucs sur Twitch avec Emmanuel Macron, des trucs sur Twitch avec Jean-Luc Mélenchon. Ça ne doit pas être déjà un tout petit peu été amorcé Oui. par comment il s'appelle Samuel Etienne, qui était le Oui. présentateur de Questions pour un champion et qui a commencé à streamer et qui a invité notamment François Hollande en sa qualité d'ancien président de la République pour discuter de politique. Puis ensuite, il a invité le Premier Jean ministre. Castex, ouais. Donc,
là, on passe dans une dimension totalement différente. Quand c'était encore François Hollande, les gens l'ont reçu avec as- enfin, relativement de manière bienveillante, parce que c'était pas un président en exercice qui parlait voilà, un peu des dessous, de l'Élysée et tout. Là, on parle d'un Premier ministre en exercice qui est venu parler pendant 1 heure et demie sur Twitch à un public qui n'a pas forcément l'habitude, avec, désolé Samuel si tu nous regardes, assez peu de contradictions de la part du journaliste. Et donc en fait, on a vraiment juste un plateau comme ça ouvert. Je pense que il va y avoir énormément de choses en politique sur Twitch. Ça va être un terrain d'expérimentation. Il va y avoir des choses qui vont marcher, il va y avoir des choses qui vont pas marcher. Ce serait difficile d'anticiper ce qui va pas marcher. Ce qui est sûr, c'est que il va y avoir énormément de gens qui vont être très critiques et je pense qu'il faut surveiller de manière très forte comment ça se joue, notamment par exemple en termes de répartition des temps de parole, Ouais. qui est un sujet qui est hyper important pendant une élection. Bah, si derrière on a n'importe quel candidat qui va faire un live Twitch de débrief du débat, où là par contre il a un temps de parole illimité, comment est-ce que ça se comptabilise en termes de répartition de temps de parole pour les élections? Il y a plein d'enjeux comme Exactement. ça qui sont très compliqués. On va pas C'est là compter le où nombre de tweets de quelqu'un, hein. On va pas compter le nombre de caractères que quelqu'un a posté sur Twitter. Euh, Pourtant, ça rentre dans la répartition de son temps de parole au public. oui, Et là, c'est et pareil ça sur avait, Twitch. ouais, exactement. Et ça avait été le débat au moment où Jean Castex avait commencé à venir, puis, si je me souviens bien, Julien Bayou. Et oui, ça avait fait moins d'audience que François Hollande, puisque François Hollande, sa venue était venue, c'est bizarre comme phrase, mais sa venue avait été orchestrée avec un certain recul, puisque c'était pas une personnalité en exercice, ni qui allait normalement se représenter. Donc il n'y avait pas de temps de parole de candidat. Mais à partir du moment où on attaque évidemment les interviews d'un Premier ministre ou d'un présidentiable, hein, comme Julien Bayou, c'était forcément plus délicat. Ce que j'imaginais aussi sur cette thématique de la politique en jeu vidéo, c'était que finalement, on a un terrain d'expérimentation. Alors, il y a des serious games, ce genre de choses, mais on a des maps dans certains jeux qui peuvent montrer une sorte de monde idéal ou qui peuvent permettre de dérouler certains éléments d'un programme, par exemple. Alors, on s'éloigne forcément de la partie commerciale hein, de la chose, mais c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, c'est une petite parenthèse et c'est une question de curiosité personnelle, hein, mais qu'un parti ou qu'un mouvement se mette à créer une map qui scénarise finalement des éléments d'un programme? Est-ce que ce serait pas pédagogique pour réconcilier une certaine frange de la population avec l'action politique? Je pense que ça peut être hyper intéressant. Ça recoupe un peu avec les discussions qu'on avait tout à l'heure sur les ONG. Comment est-ce qu'on fait passer un message à travers du jeu vidéo? Euh, est-ce que c'est possible de le faire à travers une map Fortnite? J'ai un peu du mal, typiquement, j'ai un peu du mal à voir exactement comment ça se déroulerait. Euh, mais oui, je pense qu'il y a ce genre de choses peuvent exister. Notamment le jeu dont le nom m'échappe malheureusement. Et je le Oui, retrouverai après, puis je te l'enverrai, puis comme ouais, ça ok. on pourra le mettre en commentaire et tout. On peut tout à fait mettre en place le type de gouvernement et le type de politique qu'on veut. Donc si on veut mettre en place une politique communiste égalitaire dans ton jeu, tu peux le faire. Si tu veux mettre en place un système de néolibéral, tu peux tout à fait le Mm. faire aussi. Euh, et typiquement là, je pense que ça peut être intéressant pour apprendre aux gens en fait exactement c'est quoi notre vision idéale de la société en tant que parti et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Euh, Après, je pense que c'est quand même compliqué puisque ça coûte très cher en fait. De Oui, créer un serious games typiquement, c'est un budget qui est très important et avec des retombées qui sont très difficiles à analyser aujourd'hui. oui, Donc, à court terme, je crois plus à l'émergence de débats politiques sur Twitch, de un peu tous les partis vont avoir leur chaîne Twitch, vont en parler, vont probablement essayer de faire venir des influenceurs pour en discuter, pour parler de différents débats, pour dire bah en fait on pourrait représenter la jeunesse en invitant Michou sur notre plateau pour discuter des problématiques de la jeunesse.
avec les problèmes que ça et les problèmes et les solutions que ça apporte. Ça, à court terme, j'y crois. Euh, aller vraiment plus loin dans gamifier en fait l'expérience politique. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me visualiser à quoi ça pourrait ressembler. Ok, bon, a priori, on a encore un petit peu de marge, de toute façon. Bah justement, on parlait de gamification. Je vais retrouver la bonne diapo puisqu'on n'a pas évoqué tous les éléments. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut effectivement regarder ça un petit peu plus en détail pour revenir sur une des toutes premières diapos ici où on avait effectivement un exemple de Carrefour. On montrait que Twitch était largement porté par le gaming, hein, donc c'est indissociable cette plateforme du jeu vidéo. C'est vraiment le lien le plus fort entre social media et jeux vidéo. Ici, il y avait un exemple de plateforme de paris sur des jeux que vous aviez porté avec Go to Rabbit. Évidemment, c'est une activité à part entière, le jeu, donc on retrouve, comme pour le sport, des paris, ce genre de choses. Je ne sais pas si tu veux parler de ce projet ou d'autres hein, qui montrent qu'effectivement, il y a des potentiels qui sont encore largement sous-exploités et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder jusqu'ici également. Ouais, alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que au final, ça c'est assez évident. Au même titre qu'il y a du pari sportif, il y a du pari e-sportif. Ouais. Et que ce soit sur des plateformes spécialisées comme celle-là, ou sur des plateformes plus généralistes comme des BetClick, des Winamax, qui commencent à mettre du pari et du bookmaking sur des parties de jeux professionnels. Ça, c'est relativement évident en fait. Ouais. C'est une activité sportive. Bon, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est pas du sport? La question se pose, mais en tout cas, ça recoupe pratiquement l'intégralité des caractéristiques principales du sport et aussi du coup le fait de pouvoir parier dessus. Donc ça, c'est voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est pas assez évident et au final c'est un marché qui est déjà très bouché. Par contre, il y a des choses qui sont hyper intéressantes qui sont en train de se développer et qui, je trouve aujourd'hui, sont un peu sous-estimées. C'est la puissance de l'e-sport non professionnel, de l'e-sport au niveau toi et moi. Euh, Aujourd'hui, l'essentiel du marché et des sponsoring et des capitaux sont dirigés vers les structures professionnelles, les grosses équipes, les grosses compétitions. Pourtant, il y a plein de gens qui aiment jouer, voilà, qui vont faire un tournoi de Smash Bros entre copains le samedi soir. C'est même, je pense, l'essentiel de l'e-sport. Il se passe dans un cadre qui aujourd'hui n'est pas touché par les marques, parce que c'est un cadre de juste on est entre copains. Et donc ça, je pense qu'il y a un vrai potentiel à développer de comment est-ce qu'on fait quand on est une marque pour aller parler à ces gens-là qui apprécient de jouer compétitivement, mais pour s'amuser, et qui ne sont pas des professionnels, qui aiment bien faire voilà des parties de Mario Kart entre eux, qui aiment bien jouer à League of Legends, mais qui sont un peu nuls comme moi. Enfin voilà. Et ça aujourd'hui, les marques non, ne leur parlent pas à ces gens-là. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai terrain d'exploration qui est hyper intéressant. Et puis le deuxième, et ça c'est un truc que, enfin, on a discuté avec une marque qui travaille sur ce sujet-là, c'est de répliquer ce qui se passe dans les clubs sportifs pour les jeunes, mais au niveau de l'e-sport. Moi, quand j'étais jeune, je faisais énormément de sport. J'ai fait du tennis, j'ai fait du volley, j'ai fait de l'escrime en club. Et du coup, voilà, on avait ce truc de le mercredi après-midi ou le jeudi après-midi, je vais dans un club, je retrouve les copains, il y a un prof, j'apprends à la fois le sport, d'un point de vue technique, stratégique, mais j'apprends aussi ce que c'est l'esprit sportif, de jouer en équipe, d'avoir une activité avec d'autres gens, je me sociabilise. C'est un truc hyper important dans le développement des jeunes, que ce soit le sport, le théâtre, toutes les activités extrascolaires en fait. Et aujourd'hui, le gaming échappe à ça en fait. Si ma passion c'est le gaming, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre sur mon PC ou sur ma console, et puis je vais lancer, et puis je vais être avec des gens que je connais pas forcément, ou avec trois quatre copains, mais c'est pas encadré, il n'y a pas d'adultes en fait qui va venir
pour m'apprendre comment on joue et pour ensuite m'encadrer dans tout ce développement en dehors du jeu, notamment voilà, sur l'esprit sportif, comment est-ce qu'on on se comporte quand on est dans une équipe. Et je pense que c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui fait qu'aujourd'hui il y a énormément de toxicité dans ces jeux-là. C'est parce que il y a énormément de gens qui sont très jeunes, à qui on n'a jamais appris en fait que ça se fait pas d'insulter la mère de quelqu'un parce que il a mal joué dans ton équipe. D'autant plus quand c'est quelqu'un de ton Ouais. équipe. Euh, Alors que c'est des comportements qui existent quand on va dans un club de foot ou dans un club de tennis, mais qui sont cadrés très rapidement par des gens qui ont l'habitude, qui sont entraînés à la pédagogie. Tout ça. Aujourd'hui, l'e-sport échappe à ça. Et donc, ça se fait vraiment dans des lieux clos, quoi. Et donc ça, je pense qu'il y a un vrai développement. Je pense qu'il y a une vraie place pour avoir des clubs où, en fait, le mercredi après-midi, les parents vont amener leurs enfants à leur club de League of Legends ou à leur club de Fortnite, retrouver leurs copains, avec un prof qui va leur apprendre à la fois à jouer et à se comporter en équipe. Ça, je pense qu'il y a un vrai truc qui Mm. n'existe pas du tout et qui a vocation à exister très rapidement. Oui, comme Et la pratique évidemment, de les marques n'importe. vont s'en saisir. Ouais, non, effectivement, là, comme pour n'importe quelle activité en général, hein, le sport ou autre, effectivement, il pourrait y avoir un encadrement supplémentaire. Et ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est allé largement au-delà de l'heure, hein, puisqu'on était supposé commencer à 15 heures. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, peut-être qu'on va pouvoir vous libérer pour cet après-midi. Est-ce que vous avez une autre remarque, Robin ou Valentin? Euh, Moi, Non, bah écoute, moi juste je te remercie beaucoup de l'invitation, c'était très cool. Ça fait très plaisir de pouvoir parler de tout ça. Comme tu le vois, moi je peux en parler pendant Ah des heures et bah, sur plein de trucs différents. Donc. avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir. Je pense que c'était intéressant. On n'a pas réussi à aborder tous les sujets qu'on voulait, mais c'est normal. Je pense qu'à chaque fois qu'on a fait des réunions de préparation, on rajoutait des éléments parce que les possibilités sont infinies. On aurait pu reparler de réalité virtuelle, on aurait pu parler d'expérience de marque encore plus sur dans les jeux avec le fait de pouvoir acquérir du vêtement virtuel, par exemple, ce genre de choses. Je lance quelques pistes puisqu'il n'y a pas eu de questions, mais si ça vient par la suite, n'hésitez pas. Même si vous êtes en replay et que vous avez des questions qui vous viennent à travers toutes ces possibilités d'expérience immersive, de communication, de besoin en veille ou en e-réputation, à travers les chats, à travers ce qui peut se dire dans les jeux, n'hésitez pas à poser la question. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail directement, communiquer sur les réseaux sociaux. Et puis pour le reste, ben, on vous souhaite une excellente après-midi. On vous souhaite un excellent revisionnage en replay si vous le souhaitez ou si vous n'avez pas réussi à regarder tout en direct cet après-midi. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Robin, encore merci beaucoup de t'être libéré cet après-midi et puis au plaisir d'une prochaine occasion puisque le sujet est tellement vaste que Oui, oui, on avec ferme plaisir, absolument hein. pas les portes. Avec plaisir, je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets qu'on peut aborder. Bon bah voilà, abonnez-vous à la chaîne de Hatchit, hein. Exactement, ça se passe ici, abonnez-vous et puis on vous tiendra au courant pour la suite. Merci encore et à très Merci, bientôt tout le monde. Merci Valentin, merci tout le monde. Salut. salut.